merci d'être présent pour cette keynote sur l'économie circulaire. Le secteur de l'immobilier et de la construction est le deuxième émetteur de gaz à effet de serre en France. D'autant que d'ici à 2050, il devra viser la neutralité carbone. Face à ce défi, il doit aussi compter sur la raréfaction de ses ressources nécessaires à son développement et à son exploitation. Dans ce contexte, l'économie circulaire apparaît comme une solution pratique et évidente, et elle en est à ses débuts. Nous allons voir lors de cette keynote comment nous pouvons mettre en place cette économie circulaire et comment elle peut être valorisée. Donc j'ai aujourd'hui avec moi Laetitia Georges. Laetitia. Bonjour à tous. Alors moi je suis directrice des portefeuilles de Nood, mais j'interviens aujourd'hui en tant que participant à l'initiative du booster du réemploi, pour lequel je vais vous expliquer. Et on est complètement en ligne pour trouver des solutions tous ensemble dans l'économie circulaire du monde de l'immobilier et de la construction. Merci Laetitia. Et Geoffrey Ras. Bonjour à tous, Geoffrey Ras, moi je travaille au sein de KPMG Corporate Finance et je m'occupe plus particulièrement des opérations de fusion-acquisition et de levée de fonds pour les grands acteurs de l'immobilier, qu'ils soient promoteurs, constructeurs, investisseurs, opérateurs et voire même parfois utilisateurs. Et peut-être pour introduire le sujet, commencer par deux bonnes nouvelles que j'observe moi de mon point de vue, c'est que premièrement, les acteurs de l'immobilier, dans leur stratégie d'investissement, voire même de désinvestissement, on sent qu'ils ont pris conscience de cette urgence climatique et de l'importance de cet immobilier bas carbone. Et on est loin du greenwashing des premières heures qu'on a pu voir il y a quelques années. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que la finance immobilière, qui a pour moi un rôle majeur à jouer pour industrialiser cet immobilier bas carbone, est en train de se structurer. Et on voit des initiatives très intéressantes et on aura l'occasion d'en parler plus en détail si vous le souhaitez. Voilà. Merci. Pour me présenter, je suis Sandy Tsinman, je suis associée chez KPMG dans le département Real Estate et j'ai eu la chance de suivre le booster depuis sa fondation et de faire partie de groupes de travail. Donc pour démarrer, Laetitia, est-ce que tu peux nous définir quelle est l'économie circulaire dans le secteur de l'immobilier, quelles sont ses vertus et qui sont les parties prenantes? Alors, je vais peut-être rapidement vous parler d'un exemple. En fait, au sein de Groupama Immobilier, on était propriétaire de 6 000 mètres carrés sur les Champs-Élysées où il y a le Nike, et on avait 6 000 mètres carrés de plancher. Nike est arrivé, a voulu tout changer, et on a souhaité mettre ces 6 000 mètres carrés dans un autre immeuble qui nous appartenait. Et là était le début de la galère. Donc on était propriétaire des deux, avec des entreprises différentes, des bureaux de contrôle différents, bref. Et on s'est dit, on y arrivera. Et on y est arrivé. Et avec l'accord, bien sûr, du locataire, au contraire. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, chaque sujet, dans l'intégralité de la chaîne, est un élément à lever. Aujourd'hui, il y a 42 millions de tonnes par an de déchets dans le bâtiment, pas les TP, parce que le TP, c'est très lourd. Donc généralement, on concasse les bétons pour les mettre sur les routes. Mais 42 millions de tonnes de déchets par an dans le bâtiment en France, c'est quelque chose de beaucoup trop important. Et quand on regarde le regard de chacun autour de la table, donc de tous les acteurs, en fait, le regard, il est tronqué parce que l'intégralité, personne là, dans sa globalité, n'a pas conscience de l'ensemble de la chaîne. L'assureur va imaginer qu'un objet qui sort de l'industrie, en fait, n'est pas un déchet. Mais oui, si. À partir du moment où il sort de l'industrie, il va sur le chantier. S'il n'est pas utilisé sur le chantier, il devient déchet. En fait, il y a beaucoup de matériaux qui peuvent faire l'objet de réemploi. Voilà. Ouais, et je trouve que ce qui est intéressant, ce qu'on observe aujourd'hui dans l'industrie immobilière, c'est que là où la performance environnementale de l'immobilier était jusqu'alors adressée qu'au travers de la performance énergétique des bâtiments, donc ce qu'on appelle le carbone opérationnel, qui représente uniquement 25% des 30% que tu as évoqués en introduction, donc c'est qu'une petite partie de l'impact carbone d'un actif. En revanche, la grosse partie de l'impact carbone d'un actif immobilier, c'est ce qu'on appelle le carbone stocké ou incorporé dans un actif immobilier et qui nécessite une approche sur l'ensemble du cycle de vie de l'actif immobilier. Et les dernières réglementations qui sont en train d'être stabilisées, qui vont être mises en œuvre, traduisent bien cette prise de conscience. C'est que la consommation énergétique des bâtiments, c'est bien, mais l'enjeu, il est avant et après.
D'où l'importance d'avoir ce sujet, cette problématique d'économie circulaire à prendre en compte. Et on voit bien, on a pu faire l'objet de différents groupes de travail où on a associé KPMG, des notaires, des experts immobiliers pour commencer à sentir, de dire voilà, pour l'instant il n'y a pas de réglementation là-dessus, mais si on regarde un immeuble, il y a forcément plusieurs valeurs et dont aussi un stock de l'ensemble de ces matériaux. Aujourd'hui, quand on amortit un matériau, il a une durée finie, mais à la fin, il y a une valeur résiduelle. La valeur résiduelle, elle est forcément carbone, eau et volume de déchets. Car aujourd'hui, tout est ressource. Voilà. Donc si on le regarde différemment, sans impacter aujourd'hui la valeur d'un immeuble tel qu'on le fait, les DCF, etc., on peut petit à petit essayer de décortiquer. Donc c'est des cellules d'innovation. On se dit, dès qu'il y a un problème, on essaie de le sortir. On essaie de le lever. Donc on était chargé des bureaux de contrôle. La logistique, sur le réemploi, la logistique, c'est 50% du coût. Si on arrivait à l'optimiser, on pourrait gagner pas mal de capacités. Et comme dirait Geoffrey tout à l'heure, c'est vrai que dans la RE 2020, tout ce qui est matériaux de réemploi n'aura aucun impact sur les calculs. C'est-à-dire n'a pas d'impact. La logistique liée à un matériau de réemploi aura une valeur zéro dans la RE 2020. La RE 2020, c'est pour les immeubles neufs, mais très rapidement, ça va être le cas aussi pour les immeubles, pour les travaux de réhabilitation et pour les immeubles existants. Voilà. C'est vrai que l'une des difficultés de penser une économie circulaire dans l'immobilier, c'est que l'industrie immobilière s'est structurée de façon assez cloisonnée. On l'a vu avec la slide juste avant, il y a une myriade d'acteurs qui interviennent à un moment donné dans la chaîne de valeur immobilière. Et l'un des enjeux de l'immobilier bas carbone et de mise en place d'une économie circulaire, en fait, c'est de décloisonner cette industrie immobilière entre ceux qui conçoivent, les bureaux d'études techniques, les promoteurs, ceux qui construisent, ceux qui investissent, ceux qui opèrent. Et en fait, il faut faire en sorte d'aligner tous ces acteurs dans cette économie circulaire. Et donc, il faut mettre en place toutes ces bonnes incitations. Et c'est là où je disais que la finance immobilière, le propre de la finance, c'est bien de mettre en place les bonnes incitations pour que tout le monde aille dans la même direction. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. La réglementation est un levier, la finance en est un autre. Et je pense qu'il faut avoir cette approche systémique, puisque si on appuie que sur l'un des leviers, ça ne fonctionnera pas. Et on en discutait tout à l'heure, par exemple, sur le sujet de la construction bois. Alors c'est bien de mettre en place des réglementations qui obligent les promoteurs et les constructeurs à construire une partie de leur production en bois, mais si la filière bois n'est pas en capacité d'adresser cette nouvelle demande, ça va être compliqué. Donc c'est bien une approche systémique qu'il faut mettre en place, et c'est tout l'enjeu de cette économie circulaire. Merci. L'initiative du booster, donc en fait on est parti dans un accélérateur Techstars et on a essayé de décortiquer. Donc il y a à peu près 90 plateformes en France qui existent sur le réemploi. Des plateformes pas digitales, mais des plateformes de réemploi. Généralement, quand on fait un diagnostic ressources, donc ça tout le monde le fait, c'est une obligation. Donc tout le monde est content, on appelle, voilà, on enlève un peu tous les matériaux. Mais le courage, et désormais ça sera une mode, c'est de réintégrer le réemploi dans le bâtiment. Et on a vu qu'il y avait un décalage entre l'offre et la demande. Et c'est pour ça qu'on a imaginé le booster en disant on va appeler les maîtres d'ouvrage, donc tous les clients, certainement une grande partie de vos clients, c'est-à-dire des directeurs immobiliers, des promoteurs et des institutionnels. Donc il y en a, je ne vais pas citer, il y en a 35 et il y en a d'autres qui arrivent aujourd'hui, et bientôt aussi des entités publiques, pour pouvoir rendre visible et prévisible la demande. Si je cherche 100 portes pendant 6 mois, j'ai plus de chances de la trouver si je le dis aujourd'hui plutôt que la veille des 6 mois. Voilà, donc, et tout ça en mesurant l'impact toujours carbone, mais eau, on l'oublie alors que c'est vraiment quelque chose de très important, et aussi le volume de déchets. Et j'espère demain dans les filières aussi de remettre le goût du... je veux dire, dans toutes les filières et toutes les écoles, notamment du bois, de remettre la manufacture, le travail de la main, du soin qu'on peut apporter à tout ce qu'on peut faire dans les filières de construction, davantage devant en fait, parce que c'est là où il y aura beaucoup de valeur. Voilà. Effectivement, alors le réemploi des matériaux de construction est un des leviers pour aller vers cet immobilier bas carbone. Il y en a évidemment d'autres, la construction hors site.
la construction modulaire qui permet aussi ce réemploi des matériaux derrière. C'est des choses qu'on observe aujourd'hui et sur lesquelles les promoteurs travaillent. Enfin, dans le cadre de nos activités de M&A chez KPMG, dans les stratégies de croissance externe des promoteurs et des constructeurs, c'est des choses qui sont en haut de l'agenda de ces acteurs-là. Donc on sent bien qu'il y a cette dynamique qui s'insuffle. Et un autre point aussi qu'il faut bien prendre en compte, et je l'évoquais sur le sujet de la finance immobilière, c'est que l'immobilier est très capitalistique par essence et qu'en immobilier, il n'y a pas grand-chose qui se passe s'il n'y a pas à un moment donné un apport massif de capitaux. Et je disais en introduction que l'un des enjeux, c'était d'aligner tout le monde dans la bonne direction. Et je crois qu'à travers la structuration de cette finance immobilière verte, on sera en capacité d'allouer aux bons endroits les investissements, et notamment vers ces thématiques d'immobilier bas carbone. Laetitia, quels sont les premiers résultats du booster depuis sa création il y a 3 ans? Non, c'était pas il y a 3 ans. Oui, parce que c'était une initiative sur laquelle on réfléchissait, on a fait Circolab, il y a eu pas mal de choses. Réellement, il a commencé en septembre l'année dernière. Aujourd'hui, on a à peu près 100 projets. Il y en a d'autres qui sont en train d'arriver. On a créé à peu près une quinzaine de CCTP pour expliquer comment on fait. C'est-à-dire que et puis de s'entraîner, en fait. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a besoin de tout le monde pour pouvoir savoir. Donc vraiment, d'être dans une dynamique très positive. On n'a pas... Là, c'est une estimation de ce qu'on pourrait éviter. Mais entre le moment où on conçoit, on intègre le réemploi, on forme petit à petit l'intégralité des équipiers qui sont autour des boosters, il faut du temps, en fait. Donc voilà. Par contre, la plateforme qui a été faite donc, avec Groupama Immobilier, qui est un assureur du climat, donc qui est très féru de ces sujets-là, plus 4MT, qui est l'agence pour la transformation de marché. Ce qui a été fait, c'est une plateforme qui s'appelle Looping et qui permet justement de prévoir. Je cherche 100 portes dans 6 mois, je peux l'indiquer pour pouvoir trouver chaussures à mon pied et mesurer mon empreinte. Voilà. Donc petit à petit, ça se fait. Voilà. Et comme dirait Jean Giono, un arbre après l'autre pour planter la forêt. Voilà. Mais c'est vrai que l'une des difficultés pour bien aligner les intérêts de tout le monde, c'est que aujourd'hui, ce qui est très difficile dans l'industrie immobilière, c'est de bien répartir le coût et la valeur de cet immobilier bas carbone entre tous les acteurs de la chaîne de production de l'immobilier. Y compris les industriels. Y compris les industriels. Et en fait, pour aider à... Parce que ce qui va permettre de prendre des décisions, c'est de s'assurer que chacun prend sa part du coût et de la valeur dans cet immobilier bas carbone. Et pour cela, il faut disposer d'une donnée environnementale qui soit structurée, stabilisée, voire même, on disait tout à l'heure, financiarisée. Utilisons enfin ce mot d'une façon positive. Je pense qu'il y a un vrai enjeu de financiariser toute cette donnée environnementale que vous participez à travers le booster du réemploi à structurer pour permettre aux industriels de prendre des décisions qui soient éclairées sur ces sujets-là. Puisqu'aujourd'hui, c'est très peu pris en compte. Par exemple, dans des sujets de valorisation de valeur d'actifs immobiliers, le sujet de la donnée environnementale est très peu pris en compte. Quel impact de la performance environnementale d'un actif sur sa valeur vénale? Aujourd'hui, sur le marché, c'est des choses, dans les business plans qu'on voit qui permettent de définir la valeur d'un actif, c'est des choses qui sont très peu appréhendées. Et c'est à la fois, par exemple, sur les CAPEX de mise aux normes environnementales par rapport à des réglementations actuelles, mais aussi les réglementations futures. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des actifs qui ne sont pas en adéquation avec ces futures réglementations, mais qui pour autant ne voient pas un impact sur la valeur de cet actif. Et donc je crois que c'est un vrai enjeu aussi, c'est de donner de la visibilité sur cette donnée environnementale. Merci beaucoup. Avant de passer aux questions, Laetitia, je propose que tu nous présentes un exemple concret de gain d'impact. Alors, ce qui est vrai, c'est difficile de comprendre, d'appréhender avec ces 5 sens ce que ça veut dire le carbone. Voilà, c'est sympa, les objectifs ou les labels, mais dans la réalité, comment je fais pour mesurer? Donc et les calculs de carbone sont très difficiles à faire en fait. Donc il faut du temps et il faut le rendre ergonomique, une ergonomie informationnelle pour pouvoir pour augmenter l'intelligence collective en fait. Et voilà. Donc si on regarde juste, c'est juste un essai pour 1000 m² de bureau, d'accord?
1000 m² de bureau. Un haussmannien classique sur Paris, c'est à peu près 400 m² par étage. Vous voyez, quand on voit boulevard Haussmann. Sur les 4 matériaux réemployés, qu'on peut facilement réemployer, il y a faux plancher, faux moquette, cloison amovible vitrée et des WC. On pourrait déjà simplement économiser 3000 m² d'eau, 55 tonnes de CO2 et 43 tonnes de déchets évités. C'est quand même des tonnes, on parle de tonnes, on parle quand même de 3000 m3 uniquement pour 1000 m². Donc on voit bien qu'on peut, si on collectivement fait quelque chose, on peut avancer. Et je compte justement pour des acteurs comme KPMG, à la fois sur l'immobilier, mais aussi sur la financiarisation de l'immobilier, pour intégrer justement il y a plusieurs goodwill, il y a plusieurs trésors cachés derrière un immeuble en fait. Parce qu'il y a de la matière, il y a le géosourcé. Il ne suffit pas d'avoir un label et d'avoir bonne conscience aujourd'hui. Il faut que tout le monde s'y mette, y compris les financiers. Il faut que Dame Nature soit au tampon des rapports de commissaires aux comptes. Effectivement, ça nécessite d'avoir cette donnée environnementale qui soit travaillée, stabilisée. Parce qu'il y a déjà des pays dans lesquels certains actifs immobiliers qui ne répondent pas à des critères de performance environnementale ne sont pas louables, voire même ne sont pas liquides sur le marché. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les vendre. En France, ce n'est pas le cas. Et donc, voilà, il y a des pays qui ont déjà, on va dire, franchi le Rubicon et mis devant le fait accompli certains propriétaires en leur disant mettez-vous aux normes et votre actif pourra redevenir liquide sur le marché. Voilà, mais ça nécessite cette fameuse donnée environnementale qui doit être travaillée. Et moi, je me réjouis de voir que, notamment, toutes les PropTech qui gravitent autour du smart building vont permettre de capter toute cette donnée immobilière, notamment d'exploitation, qui vont permettre, in fine, de bien définir c'est quoi la consommation énergétique d'un bâtiment et comment est-ce qu'on peut l'optimiser à bon escient. Demain, il y aura pour moi plusieurs monnaies. Il y aura bien sûr l'euro, mais il y aura le carbone, l'eau, la biodiversité aussi, la régénération de la nature, où là on peut stocker du carbone. Donc il y aura aussi des endroits où je peux stocker sur mon actif du carbone, bien sûr dans les matériaux, mais aussi dans la biodiversité. Et aussi, je crois, la capacité, des ressources de compétences techniques pour pouvoir aller dans ces nouveaux enjeux. Et les architectes doivent être bien sûr au cœur du réacteur, parce que le design de demain va forcément évoluer. On le voit bien déjà, mais là, il va falloir accélérer de chez accélérer. Voilà. Un grand merci, Laetitia et Geoffrey, c'était passionnant. Si je devais retenir un seul mot de cette keynote, c'est collaboratif. Finalement, pour que le réemploi et l'économie circulaire fonctionnent, il faut du collaboratif. Le booster l'a bien compris, parce que dès sa conception, les groupes de travail incluent des professionnels de tous les milieux, avocats, architectes, notaires, experts comptables, commissaires aux comptes, et j'en oublie sûrement. Et c'est vraiment la clé de la réussite, je pense. Merci beaucoup. On a du temps pour les questions. Vous avez des questions ? Bonjour, Victorien Defosse. Et moi j'avais une question. Vous aviez un chiffre au début, je pense que vous parliez de 40 millions de tonnes de déchets. 42 millions voilà, de tonnes de déchets par an en France dans le bâtiment. Voilà. Et aujourd'hui justement ces déchets, qu'est-ce qu'on en fait à l'heure actuelle justement? Est-ce on les lance dans des déchetteries ou quoi que ce soit? Et est-ce qu'il y a des solutions déjà qui existent? Non, mais 42. En fait, sur les 42 millions de tonnes, pardon, j'aurais dû le dire. Merci. C'est 1% est réemployé. D'accord. Pour l'instant, il n'y a que 1%. Donc après, il y a des filières de recyclage, mais très peu, largement en dessous de ce qui est normalement demandé par la réglementation, qui est à peu près de 70%. Donc on est très très loin. En fait, chacun gère le béton, qu'on casse le béton et le met sur les routes, et grosso modo, ça fait l'affaire. Mais dans la réalité, il n'y a pas d'effort. Oui, mais est-ce que justement il y a des solutions pour, donc il n'y a qu'1% qui est recyclé, et pour tout le reste, est-ce qu'il y a des choses oui, il y a le réemploi, sur lequel qui peut vraiment avancer. Il y a la circularité. Ce qui coûte dans le réemploi, c'est aussi le stockage et la logistique. Donc là, il y a vraiment du goodwill, de l'optimisation à aller chercher collectivement. En fait, on fait tous partie du même monde. Donc aujourd'hui, l'économie linéaire, en fait, ne peut plus vivre s'il n'y a pas l'économie circulaire à côté. Donc l'industriel
qui forcément investit dans ces outils d'investissement, sur ces lignes de production, doit forcément intégrer aussi le réemploi et l'économie circulaire dans les modalités pour pouvoir calculer justement ces nouvelles valeurs qui sont l'impact carbone au volume de déchets. Et j'imagine demain d'autres choses, hein, les minéraux, les minéraux, les métaux, voilà. D'autres questions? Alors, moi, j'ai une question, Laetitia. Donc, on disait dans le groupe de travail, on a plusieurs experts, hein, de la profession. Donc, vous avez créé plusieurs groupes spécifiques pour faire avancer le sujet. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces groupes? Oui, alors on s'est dit que dès qu'il y avait un frein, on essayait de le lever collectivement. Donc on va souvent chercher 2 players de la même catégorie. Par exemple, les moquettes, on a été chercher 2 fabricants de moquettes, 2 poseurs de moquettes, pour pouvoir essayer de voir, de faire un CCTP qui peut correspondre dans la réalité à des choses concrètes. Aujourd'hui, il y en a une quinzaine de CCTP. Donc, bon, ben, on a fait cela. Et je crois fin d'année, au mois d'octobre, on va commencer les fenêtres extérieures. Donc on associe Saint-Gobain. Vous voyez, on essaie d'associer à chaque fois. En tout cas, on propose tout le temps. Et quand les personnes ne sont pas mûres, on ouvre toujours notre porte pour que ça arrive, en fait. Petit à petit, ça vient. Et aujourd'hui, on a des équipementiers qui viennent nous voir pour être un peu, justement, formés à tout ça, pour engrainer un petit peu cette expérience. Et tout à l'heure, je ne vous ai pas forcément bien répondu parce qu'en fait, il n'y a pas de réemploi aujourd'hui. Il y a 90 plateformes qui survivent, il n'y a pas de réemploi. Il y a du fake réemploi, mais c'est loin de tout ce qu'on peut faire, en fait. Voilà, pour être clair. Et donc, dans les actions concrètes, puisqu'on est à Vivatech, on va parler un petit peu plateforme. Donc, vous avez mis en place une plateforme numérique. Ça s'appelle Looping, qu'on a fait avec Faber Novel, qui vient d'être sortie. Donc, c'est la V1. Alors, j'ai compris dans les plateformes digitales qu'il y avait V1, V2, donc on commence à travailler déjà la V2. Et qui a à peu près 150 demandes. Donc elle a un mois, elle a 150 demandes. Et petit à petit, je vous en dirai plus peut-être fin d'année. Il faut que les choses se fassent. On est vraiment à côté des maîtres d'ouvrage et des équipiers pour les booster, pour vraiment pour pouvoir mesurer. Et petit à petit, ça prend. Voilà. Et il y a déjà eu des offres et des demandes qui ont été rapprochées. Donc c'est une plateforme qui est ouverte aux boosters, qui est non financiarisé aujourd'hui. Enfin, je veux dire, on essaye pendant 3 mois, pendant 3 ans. Le booster, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de gouvernance. C'est qu'on essaye tous ensemble pendant 3 ans. Et on verra dans 3 ans ce qui se passe. Voilà. C'est un CDI, un CDD, pas un CDI. Voilà. Ça fait moins peur, en fait, pour l'engagement de la recherche. Laetitia, pour une petite ouverture à l'international, est-ce que vous avez vu si de telles initiatives existent dans d'autres pays ? Non, mais chez nous, j'ai essayé de le mettre en place dans 2 pays qui sont assez dans le design et dans le réemploi, qui sont le Portugal et la Roumanie. Donc on va essayer de le faire. Voilà. Et aussi l'Espagne. Voilà. Peut-être le goodwill. Est-ce que tu vois tous les goodwill possibles de devant? C'est des goodwills. Oui, non, c'est le sujet de la répartition de la valeur. Encore une fois, les capitaux, les flux vont vers la valeur. Et donc, l'un des enjeux, si on a envie que l'argent aille au bon endroit et soutenir les bonnes initiatives et cet immobilier bas carbone, il faut mettre en place les bonnes initiatives. Nous, ce qu'on voit sur le marché de l'investissement immobilier, c'est qu'aujourd'hui, il y a un goodwill sur l'immobilier bas carbone. C'est-à-dire tous ces acteurs, qu'ils soient promoteurs, investisseurs ou opérateurs, tous ceux qui s'inscrivent dans une démarche d'immobilier bas carbone à leur échelle, il y a un goodwill qui est valorisé par les investisseurs puisque ce sont des acteurs qui vous permettent déjà de répondre évidemment aux réglementations qui vont arriver, mais surtout qui demain permettront de faire baisser le prix de revient de l'immobilier. Ça, c'est important, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que ça coûte plus cher de faire de l'immobilier bas carbone, mais à long terme, ce ne sera pas le cas puisque les réglementations viendront pénaliser ces actifs immobiliers qui ne seront pas en adéquation avec ces réglementations. Donc le goodwill, il est là, mais encore faut-il le rendre visible. Et donc, ça passe par les bonnes incitations. Mais par exemple, ce qu'on voit dans la finance immobilière, c'est les grands bailleurs de fonds commencent à moduler le coût du capital par rapport à la performance environnementale de certains actifs.
ou des démarches de développement immobilier qui sont bas carbone. C'est-à-dire, votre prêt, il coûte moins cher si vous atteignez certains critères de performance environnementale. Ça, c'est très intéressant et ça permet cette fameuse allocation des capitaux sur les bons actifs, sur les bons acteurs qui s'inscrivent dans ces démarches d'immobilier bas carbone. On peut imaginer demain également dans le contrat de bail un loyer qui coûterait moins cher. Alors, on commence à voir des baux environnementaux. C'est-à-dire que, alors ça ne se fait pas forcément via le loyer, mais via la refacturation des charges. C'est-à-dire que, là j'ai beaucoup parlé du bailleur, mais si le bailleur développe un actif qui soit, d'un point de vue environnemental, j'allais dire clean, mais que dans l'usage, l'opérateur fait de la surconsommation, évidemment le bailleur il n'y peut pas grand-chose. Et donc on commence à voir des baux qui pénalisent des utilisateurs qui seraient dans de la surconsommation. Et ça se développe et je pense que ça va vraiment s'accélérer. Mais pour le moment, c'est plutôt la minorité des baux. Par rapport à ça, dans le booster, justement, on voit bien qu'on va sûrement créer dans looping des spécificités. Par exemple, les directeurs immobiliers, s'ils ont des réaménagements à faire, ils vont forcément regarder les cloisons, la moquette, certains types de matériaux. Ensuite, tout ce qui est PM, tout ce qui est petit OPEX, il y a forcément aussi des matériaux à conserver. Aujourd'hui, les téléphones, nos enfants nous demandent d'acheter sur Back Market. Pourquoi demain, il n'y aurait pas du Back Market immobilier? Bien sûr que oui, en fait. Voilà. On ne peut plus jeter aujourd'hui. Voilà, c'est fini. Mais typiquement, pour compléter sur le sujet de l'utilisation d'un actif, ça va probablement remettre sur le devant de la scène des acteurs qu'on ne voit pas souvent. Enfin, on est tous dans des sièges sociaux. Je pense qu'on ne sait pas qui est notre property manager. On n'a probablement aucune idée parce qu'on ne lui a jamais parlé. Mais ça va responsabiliser ces acteurs-là qui ont en responsabilité la gestion d'un actif et donc la performance énergétique de cet actif-là. Et donc ces opérateurs de sièges sociaux, qu'ils soient property managers, voire des opérateurs, on va dire, d'espaces de travail type corpo working, des choses comme ça, on va les revoir sur le devant de la scène puisqu'ils seront en responsabilité sur cette performance énergétique. D'autant que la taxonomie européenne, qui va arriver en 2023 pour les grandes sociétés, puis en 2026 pour les plus petites, va demander justement de rendre des comptes sur le chiffre d'affaires, les CAPEX et les OPEX, donc ces trois agrégats qui sont très importants pour les sociétés, et donner donc la partie entre guillemets verte de ces agrégats. Et d'ailleurs, enfin, le décret tertiaire, c'est à horizon 2030, moins 40% de consommation énergétique sur un bâtiment. Et ça, ce sera la responsabilité des utilisateurs, mais aussi du property manager. Et donc le property manager, il sera plus juste là pour faire de la gestion locative et de la gestion technique, il sera aussi rémunéré par rapport à sa capacité à penser une consommation énergétique qui soit la plus adaptée par rapport à un usage. Par rapport à ce point-là, une démarche très intéressante qui a été lancée justement par l'IFPEB, c'est aussi pour ça qu'on s'est rapproché pour le booster, qui était le CUBE, la compétition justement des sièges sociaux et du tertiaire sur la diminution des consommations d'énergie par bâtiment. Et là, autour de la table, donc c'est comme un outil managérial pour optimiser. Et on voit bien que le collectif a un impact et aussi des équipes mixtes. Et ça, je ferme la parenthèse. Certaines entreprises ont atteint 30-40% d'économie d'énergie. Donc, c'est-à-dire que si on fait tous attention à l'optimisation, au commissioning du bâtiment, parce que généralement, c'est des choses sur lesquelles il faut se former régulièrement, si on fait attention tous ensemble, voilà, on peut atteindre 30-40% d'économie d'énergie. Sur Orange, qui ont gagné un prix, sur 400 000 m², ils ont réduit de façon, je crois que c'est, je vais dire des bêtises, mais c'était l'équivalent, en tout cas en euros, à peu près 1 million par an. Sauf que quand tu fais une diminution, eh ben, c'est chaque année en fait que tu récupères. Et donc, c'est un impact, ça peut être très positif par rapport justement à l'application du décret tertiaire. Donc, si on arrive à faire ces consommations, enfin limiter de façon collective ces consommations, plus du réemploi, plus une conscience collective, il n'y a pas les financiers et les sous-jacents, il y a tout un ensemble de circularité. Je pense qu'on peut vraiment en 3-4 ans transformer le marché. Bon, je pense qu'on va clore la keynote. Je vous remercie infiniment, Geoffrey et Laetitia.
Et on est à votre disposition pour poursuivre les discussions sur le stand Ouais, je KPMG. compte sur Geoffroy pour aller plus vite sur le booster et plus vite sur le goodwill financier. On va y aller à fond. Voilà. Merci. Merci.